Dostoïevski a dit en 1873 « Ложь et жизнь synonymes ». Ça va, je ne vous ai pas trop perdu, je vais la refaire en français. La vie et le mensonge sont synonymes. Mais si je recontextualise ça dans le roman Bobok, ça dit que sur Terre, nous ne pouvons vivre sans mentir. Les mensonges commencent bien avant la conception. Combien d'entre nous sommes le produit d'un aléa de la vie et nous ne le savons même pas? Les mensonges continuent dans la petite enfance, quand des gens que nous avons oubliés si rapidement nous ont dit que nous sommes le plus bel enfant qu'ils aient jamais vu, ou quand nos parents nous ont fait croire au Père Noël, à Saint-Nicolas, ou encore à la Fée des Dents, pour préserver cette pureté en nous encore un petit instant. Les mensonges coulent à flot et ne s'arrêtent jamais. En même temps, qui ne voudrait pas croire le « je suis fier de toi » ou le « je t'aimerai toute ma vie » prononcé par ses parents. Pour certains, ce sont des vérités indéniables, et pour d'autres, ça ne l'est pas. Et même dans la mort, les mensonges planent comme un nuage que l'on ne parvient pas à chasser. Combien de promesses non tenues ont été faites au défunt et par le défunt? Combien de souvenirs ont été coloriés d'une peinture qui ne représente pas la réalité? Et pourquoi? Pour préserver la pureté, la mémoire du défunt. Encore une fois. Je pense que nous pouvons tous penser à un mensonge qui a profondément changé notre vie. Ma question pour vous est, comment? Avez-vous perdu foi en quelque chose ou en quelqu'un? Avez-vous changé un aspect de votre vie ou de la vie en général? Avez-vous fermé votre cœur à de nouveaux potentiels mensonges? Ou avez-vous choisi de pardonner et de faire comme si de rien n'était? Malheureusement, et aussi difficile que ces mensonges ont pu être, ils ont façonné la personne devant moi aujourd'hui. Ils l'ont façonnée physiquement, mais aussi psychologiquement, en qualité humaine ou en défaut tout aussi humain. Les Romains avaient un nom pour ça. Ils appelaient ça le dolus bonus. C'était un mensonge qui n'était pas juridiquement répréhensible, parce qu'il s'agissait de tromper quelqu'un qui nous voulait du mal. Mais puisqu'il n'était pas juridiquement répréhensible, pas comme le dolus malus, c'est que la loi établissait elle-même une distinction entre le bon et le mauvais dol. Alors comment dire que le mensonge n'est pas un mal nécessaire si même la loi prévoyait une distinction sur ce point-là? Veuillez m'excuser, le stress me gagne un petit peu. Il est évidemment plus facile de ne pas avoir trop de mémoire quand on a nos fiches devant nous. Je pense qu'on peut réapplaudir une dernière fois Paulina Aurel. Tu te sens apte de continuer? Peut-être avec les fiches devant toi, si tu veux. Bien sûr, oui. Pas de souci. C'est la première à passer, c'est normal. On peut applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Permettez-moi juste une petite boutade, le français n'est pas ma langue maternelle, donc je m'embrouille très facilement sur ce point-là. Certains mentent pour l'appât du gain, pour des raisons qualifiées d'égoïstes, pour se sentir d'une situation épineuse. Et puis il y a ceux qui prétendent mentir pour le plus grand bien. Le plus grand bien. Parce qu'il est vrai que le mensonge est à petit prix à payer parfois pour voir s'illuminer un sourire sur un visage, pour voir disparaître cette étincelle d'inquiétude dans les yeux de quelqu'un, ou pour entendre le soupir de soulagement. Il y a cet adage un peu vieillot qui dit « Rien n'est poison, tout est poison,
C'est la dose qui fait le poison. Et c'est bien vrai. Un petit mensonge bien mesuré ne sera jamais découvert et ne pourra pas causer plus de désarroi que nécessaire. Et puis, malheureusement, il y a ces gens qui ne supportent pas qu'on leur mente. J'en fais partie. La détection de mensonges est devenue un peu une seconde nature chez moi. Tel la Game Master, c'est les grands joueurs d'échecs. J'adore les échecs. Je place mes pions en avance et je calcule mes coups. Et avant même que mon interlocuteur se rende compte que je connais le moindre de ses gestes et la moindre de ses pensées, j'ai déjà calculé ma victoire. Et s'il me manque un seul élément, je n'hésiterai pas à retourner toute la pièce et à fouiller le moindre coin pour retrouver cette pièce de puzzle manquante. Et une fois que je l'ai, j'ai toutes les cartes en main. Et lorsque j'ai toutes les cartes en main, j'offre toujours une dernière chance de capitulation. Une dernière chance d'admettre sa faute. Une dernière chance de faire tomber sa barricade de mensonges et confesser. Une fois ce moment passé, je n'ai plus aucune merci. Est-ce que ça fait de moi une hypocrite? Parce que je mens tous les jours. Ah oui, je n'ai pas honte de le dire. Je mens tous les jours. Mais je le fais avec une grande délicatesse, pour ne pas qu'on le voie. Parce que j'ai bien l'impression que s'il y a un silence de trop, mon mensonge est percé à jour. Le rideau tombe, fin de l'acte. Ou comme on vient de le voir, peut-être pas. Je repose ma question. Est-ce que cela fait de moi une hypocrite? Une hypocrite qui ment parfois sous couvert d'une bonne intention. Je vous laisse en être les juges. Mais je pense que cette expérience universelle de détester le mensonge, mais d'en dire à la fois, est loin d'être personnelle. Alors oui, mentir est une nécessité. Parce que peu importe le mensonge, ils ont façonné la personne devant nous et devant moi surtout. Ils l'ont façonné en bien et en mal, en qualité humaine et en défaut tout aussi humain. Le mensonge est nécessaire parce qu'il nous rend humains. Je dirais même plus. Mentir est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Des hommes. Membres du public et membres du jury, merci de m'avoir laissé une seconde chance de déclamer mon texte. Merci du fond du cœur. Merci d'être là. Merci à Elsa et Consulex. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. J'ai terminé. Merci Nicolas.